Amis joueurs et amis joueuses, oui, parce que je commence cette émission, parce qu'il y a un enregistrement et vous retrouverez cette émission en vidéo à la demande. Bienvenue à Northgard, bienvenue dans ce pays du froid lointain qui arrive sur la Trick Track Télé. On voulait en parler avec vous puisque Jim est avec là. Salutations, monsieur Godin, comment allez-vous bien? Eh bien, ça va très bien, merci monsieur Guillaume. Eh bien, écoute, Jim, ça fait plaisir de te retrouver parce qu'en fait, ça fait quelques années, vous aviez déjà peut-être pu rencontrer Monsieur Jim Godin aux alentours de jeux Asmodée, d'organisation et tout, puisque tu avais déjà travaillé dans le monde du jeu. Ensuite, on t'a perdu quelques instants puisque le continent américain te nous a volé. J'ai pas mis les adverbes Oh, les pronominaux dans le bon talents sens. français, voilà. Voilà, c'est ça. Et puis te voilà de retour. Et en l'occurrence, tu as relancé une boîte par rapport à la communication dans le monde ludique, spécialement par rapport au financement participatif. On va s'arrêter 5 minutes là-dessus pour te présenter un petit peu. Du coup, Jim, qui es-tu et que fais-tu professionnellement parlant dans le monde ludique? Alors, donc comme tu le dis dans le monde ludique, moi ça fait, quelque temps que j'y traîne mes choses. Heu, Mhm. voilà, comme tu disais, j'ai pas mal travaillé chez Asmodée, notamment avec Marabunta. C'était là où je venais à la Trick Track Télé, surtout pour Ouais, parler de ce projet-là et en fait, donc depuis que je suis rentré des États-Unis, donc en 2018, fin 2018, heu, je me suis mis en freelance. Et en fait, c'est pas moi qui ai relancé cette structure qui s'appelle la Crowdfunding Agency, mais j'ai été, entre guillemets, embauché, enrôlé pour assurer, les missions donc effectivement, de cette agence. d'accord. Donc le principe, est que, on accompagne des éditeurs à avoir des campagnes de financement participatif, parce que les éditeurs, soit ça peut être des éditeurs classiques qui vont pas avoir les ressources ou le temps ou le personnel pour gérer ça, heu, ou alors, qui connaissent pas forcément la plateforme, ce genre de choses, quoi. Donc du coup, on les accompagne, depuis, ça peut être bon, de tout type, c'est-à-dire qu'on peut les accompagner sur la stratégie de la campagne, sur la communication, sur, le community management, voilà, on a plein de manières différentes d'aider les éditeurs, en gros, à avoir de la visibilité et mener une campagne réussie. Ouais. Et en parallèle de ça, c'est pour ça que pour Northgard, je suis un petit peu plus impliqué, comme j'ai ce magnifique statut d'auto-entrepreneur, et que j'ai un profil plutôt couteau suisse, je fais aussi du développement, pour des éditeurs, donc où je peux les aider pour des jeux, pour travailler sur, bah, voilà, que ça soit du game design, que ça soit de la réflexion sur le produit, de la gestion un peu chef de projet comme ce que je Mhm. faisais à l'époque chez Marabunta. Mhm. Heu, pour avoir, donc coordonné les différentes personnes qui travaillent sur le projet, voilà, essayer d'avoir une vision globale d'un projet. Et donc du coup, D'accord. comme je fais ça aussi, à côté, par exemple, je le fais précisément notamment sur Northgard, où donc là j'accompagne Open Sesame Games, qui est accompagné également par l'agence. Voilà. Ok. Donc j'ai un peu une double casquette, tu vois? Je sais Ok, pas oui, si c'est oui, d'accord. Ça veut dire que Crowdfunding Agency et en tout cas particulièrement toi, vous pouvez proposer une multitude de services d'accompagnement en fonction de ce dont l'éditeur en face de vous a besoin, particulièrement sur chacun des jeux et sur chacune des campagnes de financement participatif, puisqu'il s'agit de financement participatif. Campagne de financement participatif par rapport à Northgard qui est en cours, qui est d'ores et déjà financée puisqu'il fallait 40 000 euros, vous êtes à un peu plus de 120 000, on arrive aux 2 000 contributeurs. Est-ce que pour vous, alors forcément on est à la télévision, n'importe quoi Guillaume, on est sur Trick Track, donc on est en communication, c'est difficile de dire bah non, on voulait plus, parce que voilà. Mais comment est-ce que vous avez pris, comment est-ce que vous avez encaissé un petit peu ce début de campagne? Vous êtes content? Ouais, ouais, on est content, vraiment, on est content de la progression de la campagne surtout. On va évidemment toute la subtilité, c'est de voir comment ça évolue dans les jours qui viennent et pendant le fameux ventre mou, classique Ouais, en campagne Kickstarter. Mais grosso modo, on est très content de la progression par rapport d'accord. à voilà, par rapport à ce qu'on espérait. C'est très bien, c'est régulier et puis, si on reste sur une bonne dynamique comme ça rentre vraiment dans ce qu'on souhaitait, tout à fait.
Open Sesame Games, ce dont tu parlais, qui est l'éditeur, alors c'est français-américain, Ouais. un éditeur franco-américain, on va dire, jeux de rôle et jeux de société. De base, c'est marqué en tant que tel, donc ils commencent par un jeu de société, mais ça veut dire qu'ils ont derrière aussi du jeu de rôle, parce Yes. qu'ils ont Tédéum pour un massacre, Escrime, Metal Adventures dans leur escarcelle, entre guillemets. Ouais. Les Champs de l'Os aussi. J'attends de voir ce que c'est, mais ça m'a tellement titillé quand je l'ai vu passer. Bref, c'est eux qui sont venus vous voir pour cet accompagnement, ou c'est vous qui les avez contactés en disant voilà, nous on travaille là-dedans, est-ce que ça vous intéresse? Comment ça s'est passé autour de Northgard Uncharted Lands? Alors, on va commencer à rentrer dans le détail. Ouais. Donc à la base, la structure de l'agence, elle Mhm. a été fondée par 3 associés, Hicham, qui est donc, que tu connais, qui était anciennement Matago, Studio H, Studio H Bureau maintenant, mais il est Aventure, partout, Hicham. Hicham, bonjour, comment vas-tu? voilà. Bah, être dans un projet n'empêche pas forcément d'en piloter de D'être dans nouveaux, surtout d'autres, si on est tout à fait. accompagné, parce qu'il est Ouais, notamment accompagné de, Benjamin Torval, qui est, Studio Agathe, donc qui est au niveau ouais, jeu de rôle, qui fait STRN, Dragon, la VF de 16e Mer, ouais. et Thomas Bidot, qui lui travaille chez EcoPartners, qui est spécialisé en analyse de financement participatif et communication plus dans le milieu jeux vidéo. Ok. Et donc du coup, en fait, à la base, cette structure, elle a été créée par leur réflexion commune de: «On a plein de projets super cool, mais on peut pas les développer avec nos structures actuelles parce que pour les raisons que j'ai évoquées. Parce que tous leurs équipes sont Hmm. déjà, occupées à 100 sur d'édition et cetera». Et donc du coup, ils ont créé cette structure, la Crowdfunding Agency, et en amenant leurs propres projets à l'intérieur de cette structure. Donc on a des projets qui sont purement externes, comme par exemple Reigns, qu'on a géré l'année dernière, mais des Mhm. projets qui sont effectivement un peu un croisement des flux, si on veut, avec qui viennent justement d'éditeurs, voilà, qui sont impliqués dans la structure, comme en l'occurrence Hicham, qui a sa Open Sesame Games, mais qui s'appuie sur l'équipe de Crowdfunding Agency pour la communication Hmm. sur Kickstarter, etc. Ouais. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que tu vois? Ah oui, clairement. Et du coup, ça Sachant veut que dire. la volonté derrière, enfin la volonté, c'est-à-dire que déjà on a des super, beaux et gros projets, qu'on porte avec l'agence, donc qui sont apportés par Hicham, Ounel, Thomas, et cetera. Mais, évidemment derrière on est, ouvert, et je dirais qu'à terme c'est peut-être, est-ce que c'est l'objectif ou est-ce que c'est une conséquence, collatérale, on va dire, à terme, d'avoir des éditeurs aussi, des éditeurs 100 externes, quoi. Mhm, mhm. Ouais, Non, comme mais ça. ça veut dire que du coup, Open Sesame. Alors moi, je disais Open Sesame comme le sésame, mais j'ai entendu dire tout à l'heure que tu disais plutôt Open Sesame Games. À l'anglaise, ils disent Open Sesame Games. Ok, Et à la française, tu peux dire Sésame ouvre-toi, je aussi. mais moi j'aime bien le Sesame parce que ça fait ses amis, comme si c'était ses potes, et Open Sesame Games. Donc tu ouvres tes amis, Ouais, tu leur tranches le bide, et du ouais, coup le jeu devient beaucoup plus drôle. évidemment. Euh, Regarde, oui. c'est ça. On va revenir maintenant un petit peu sur l'objet de notre entrevue, mais c'était important, je crois, de créer, de bien comprendre le Oui, contexte, d'autant que ça veut dire un nouvel éditeur mmh, franco-américain qui plus est, et avec ouais, du jeu de rôle et du jeu de plateau. Donc là, c'est très cool comme nouvelle. Ça me fait très plaisir d'entendre le nom de ces trois fondateurs autour de Open Sesame Games. Venons maintenant un petit peu à l'objet. Donc, comme je le disais, Northgard. Northgard, c'est un jeu de société qui est sorti en 2017. Donc, ça reste un jeu de société relativement jeux vidéo, jeune, tu veux entre dire? guillemets. Jeu vidéo, pardon. Oui, merci. Presque. Excuse-moi. Jeu vidéo, stratégie temps réel. Donc, le temps ne peut être ni accéléré ni ralenti. C'était chez Shiro Games. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, Open Sesame Games est allé voir Shiro Games en disant on voudrait avoir la licence pour faire le jeu de plateau. C'est comme ça que ça s'est passé? Alors, c'est assez rigolo. Oui et non, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué dans les genèses d'un jeu. Il y a eu un cadre de design un peu parallèle de jeu, c'est-à-dire que d'un côté, on avait, donc Hicham qui avait, ce prototype de jeu qui est en développement depuis un certain temps par Adrien Dinou, depuis plusieurs années. Et Ouais. d'un autre côté, on avait effectivement, Thomas qui connaissait bien Shiro Games et qui savait que Shiro Games voulait faire un jeu de société.
D'accord. Voilà. Mais ils avaient jamais le temps de s'y consacrer parce que, le jeu vidéo est extrêmement chronophage. Ils ont déjà plein de projets et cetera, voilà. Mmh, Et mmh. donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit: «Bon, bah, pourquoi pas, essayer d'aller les voir et puis voir ce qu'on peut en faire, comment si on peut collaborer». Et donc je suis allé chez eux, j'ai montré le prototype de l'époque Ouais. et toutes les 10 minutes, il m'arrêtait en disant: «Mais dis donc, ça tu l'as changé pour notre session, non? Pour venir nous voir?» Moi j'étais genre: «Non, non, 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 non». Et C'était comme ça. ça pendant toute la partie. Ouais. Et de son côté, Adrian, ça fait des années qu'il bosse sur le proto et donc il a pas du tout, Northgard, pour lui, je crois qu'il l'a découvert au moment où je lui ai parlé du concept, hein, quoi. D'accord. Et donc du coup, ils ont trouvé que ça fitait vachement bien avec l'univers. Bien évidemment, il y avait des détails, des choses qui différaient un petit peu. Et ils ont dit: «Banco, on bosse ensemble». Et à partir de ce moment-là, on a travaillé sur la deuxième phase de boulot du prototype qui était, Oui. vraiment le faire coller le plus possible à l'univers de Nosgard, sans pour autant, perdre, l'essence du jeu de société, Mmh. qui est préexistant, si tu veux, quoi. Mmh. Sauf que, Mmh. voilà, le prototype, préexistant était tellement proche de l'esprit de Northgard, sans forcément copier les mécaniques, parce que bon, en plus, si tu compares un RTS à un jeu de plateau, tu peux pas du tout Oui, l'adapter de la même manière. c'est ça, ouais. Voilà, donc du coup, ça s'est vraiment bien goupillé et après on est rentré dans le détail, l'hiver, la gestion des ressources, Mmh. les clans, il y avait déjà une asymétrie, mais après on l'a Vous l'avez rethématisé. retravaillé? Ouais, Voilà, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc on a bossé là-dessus, pas mal avec Adrian et justement là, je suis intervenu là-dessus aussi, avec la casquette plus, aide à l'éditeur. Mmh mh. Bon, et donc du coup on a bossé là-dessus pour qu'au final, on a le jeu que vous voyez là qui est vraiment, purement dans l'esprit du jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est surprenant parce que ça veut dire que du coup, il n'a pas été pensé comme ça, mais au final, il a été pensé, c'est pour y avoir joué, hein, je ne mens pas, hein, la boîte est là, merci de nous l'avoir envoyée pour qu'on puisse y jouer à Trick Track et on va peut-être même pouvoir y faire jouer, Croc et l'ami François dans les jours qui viennent. Moi, j'ai trouvé un jeu de société et un 4X, puisque c'est un 4X, donc il y a vraiment de l'exploration de base, j'avoue, hein, moi j'aime bien quand la map, la carte se construit au fur et à mesure. Voilà, ça va me permettre de vous introduire un petit peu le jeu en lui-même. Donc il y a une partie exploration. On va avoir des tuiles que l'on va rajouter au fur et à mesure. Et ces tuiles, comme par exemple celle-ci, ont des frontières de deux types, des frontières pointillées que l'on peut traverser facilement, des frontières pleines. Attention, c'est du work in progress, Tout des à fait. frontières pleines qui sont des montagnes et qui deviennent un petit peu plus difficiles à traverser, et avec donc des cases dedans qui permettent à la fois des sites de construction et à la fois des sites de ressources. L'objectif est de potentiellement l'emporter au point de victoire, c'est-à-dire qu'il y a des points de gloire, des points d'honneur que l'on gagne en occupant des régions qui sont des régions fermées, plus ou moins petites, plus ou moins grandes pour plus ou moins de points de victoire. L'autre possibilité de l'emporter est d'avoir des régions dans lesquelles vous allez construire non pas des petits bâtiments comme j'ai ici dans mon petit sachet plastique que tout joueur qui se respecte range, sauf quand on a un tray qu'on a acheté exprès ou un Adapté. thermoformage. Bon, voilà. Mais en tout cas, on a des petits bâtiments, mais quand on arrive à avoir des régions dans lesquelles on a construit des gros bâtiments, et j'entends bien des régions fermées, ça peut être aussi une condition de stop, de fin de partie directe et de Ouais, victoire directement. par Vous morceaux. allez avoir... Oui, tout à fait. Vous allez avoir des clans, on va y revenir, et ces clans sont comment, animés, on va dire, par votre chef. Là, c'en est un parmi plusieurs, puisque le chef est particulier à chaque clan, puisque chaque clan, comme l'a dit Jim, est asymétrique par deux capacités, une capacité de clan et la capacité du chef en elle-même. Et puis, vous avez aussi des figurines de vikings, soit des hommes, et ou alors soit des femmes en nombre équivalent dans vos clans, parce qu'il n'y a pas de raison que l'on ne se Tout à fait. tatane pas quand on est d'un genre ou de l'autre. Donc, du coup, je reviens à ce que je disais. Le jeu, vous allez voir que je vais boucler. Si, si, je vais y arriver. Numéro d'équilibriste. Attention, mesdames et messieurs. Le jeu, moi, je l'ai senti comme un vrai 4X, c'est-à-dire qu'on exploite les ressources, on s'étend sur la carte, on explore bien sûr, puisque la carte s'étend en elle-même, et on s'extermine la phase joyeusement, puisque le jeu est prévu pour être violent, hein, mais en même temps une violence avec un petit peu d'aléatoire, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est un lancer de dés.
lancer de dés qui se fait sous deux aspects, c'est-à-dire soit un aspect de force où on prend l'ascendant sur notre adversaire, mais sans forcément lui faire de dégâts. L'autre, c'est le côté dégâts, ça veut dire qu'on peut gagner une bataille en ayant fait peu de dommages, on peut la perdre en ayant fait plein de dommages, et vice-versa aussi. Donc il y a ces deux aspects-là, mais c'est un seul dé. Le reste, c'est un point de force par personnage qui est présent et quelques bâtiments qui viennent donner de la force ou faire des dégâts, entre guillemets. Donc, Et les il y pommes. a vraiment... Pardon, Jim? Et les pommes. Et les pommes, oui, bien vu. Ah oui, oui, t'as raison, c'est très important aussi, puisque il y a une réserve une des ressources. Il y a pas tant de ressources que ça, hein. Il y a le bois, et c'est surtout pour la construction. Il y a les pommes, mais on va y revenir tout de suite. Et puis, on va dire qu'il y a un petit peu la mythologie qui est présente avec la troisième ressource. Mais les pommes, effectivement, comme le dit Jim, est important parce que ça se joue en saison. Mais en hiver, qui est la fin du tour, il va falloir nourrir, donc il va falloir en garder. Mais les pommes peuvent être utilisées également pour booster votre force, entre guillemets. On va dire que c'est des pommes, donc de l'hydromel, et puis donc, ouais, voilà, baston. Moi, j'aime bien me raconter une histoire. Et donc, du coup, il y a un petit côté, on va dire, pari, mais pas vraiment, vraiment pari, puisque ça se fait dans un sens particulier, hein, l'attaquant qui va miser, puis le défenseur, entre guillemets. C'est en un tour, hein, c'est pas du j'en mets une, t'en mets une, bon, bah, j'en mets une deuxième, j'en mets une deuxième. Donc, du coup, il y a aussi cette gestion-là qui arrive dans le jeu. Donc, on a vraiment un 4X très clairement avec cette gestion, avec de l'interaction que l'on avait moins peut-être, enfin, qui avait dans le jeu vidéo, mais dans le jeu vidéo, les autres joueurs, c'était des ennemis neutres. Non, enfin, disons que tu as un mode solo ou tu as un mode multiplayer dans le jeu vidéo. Ah, d'accord. Donc, tu pouvais Voilà. aussi jouer. Pour ne pas avoir joué À que la, toi, moi, je découvrais Northgard avec ouais, la Uncharted Land. voilà, à la base, on va dire que le cœur, pour Shiro, le cœur de l'activité, c'est quand même du multiplayer où les joueurs vont se retrouver sur une grande map à X personnes, jusqu'à 8 si je dis pas de bêtises, et se taper dessus, se développer. Ouais. Et potentiellement se taper dessus également, sachant que de la même façon que dans le jeu de société, il y a plusieurs conditions de victoire possibles. Tu peux gagner en faisant du commerce, tu peux gagner à la conquête, tu peux gagner. Voilà. Oui, il y avait 5 conditions de Voilà. victoire. Ouais, oui, 5 conditions de victoire proposées par le Mmh. jeu. On a une première question là que je vais prendre parce qu'elle arrive pile poil. Vous avez eu une première description du jeu, mais on va y revenir aussi, hein, pour que vous puissiez en savoir un peu plus, même s'il y a de nombreux let's play qui vous sont proposés, y compris sur la page de la campagne Kickstarter. On a une première question, disais-je, qui me semble intéressante. Pour l'avoir vécu aussi, et c'est Dice166 qui pose la question, Jim, pour toi, quand on voit les let's play, on sent que c'est orienté baston. Est-ce que c'est les let's play, c'est-à-dire la façon dont on découvre le jeu, et donc du coup, on se lance un peu facilement dans cette baston, on se dit c'est des vikings, allons-y, tapons-nous dessus, ou est-ce que pour toi, c'est l'orientation du jeu qui veut ça, c'est-à-dire que oui, il va falloir se bastonner automatiquement, on ne peut pas gagner sans. Alors, je ne savais pas qu'on peut pas gagner sans, mais effectivement, c'est un jeu où il y a quand même beaucoup de bastons, la nature très fluide du jeu, la manière dont on peut très facilement aller se déplacer dans les territoires, les conquérir, les développer, etc. Et le fait que l'on puisse récupérer les ressources de l'adversaire en lui piquant ces territoires, c'est quand même orienté à ces bastons. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où on va être dans son coin à faire son truc. Hmm. Euh, la manière dont c'est fait, c'est clairement un jeu où il y a de la conquête et c'est assez prévalent, quoi. Tu peux gagner. À mon avis, tu peux pas gagner sans en faire du tout. Enfin, c'est-à-dire que tu auras au moins à te défendre et peut-être aller récupérer ton bout de gras Ton bout de si territoire, tout à fait. on vient de chercher des noises. Donc il y a clairement la conquête et le combat est clairement une partie importante du jeu, quoi. Enfin, je Ouais. sais pas comment tu l'as senti toi, Guillaume, mais Ah ben non, non, mais c'est très clairement le cas. C'est ce que je te disais même là pour le coup hors antenne. Je vais me permettre de donner ce ressenti, mais pour l'instant c'est un ressenti sur les quelques parties que j'ai faites et pour moi ça ne suffit pas pour se faire un avis très clairement ou en tout cas définitif quant à la stratégie. En termes de jeu, moi j'ai été voilà, j'ai été très agréablement surpris. C'est pour ça que je dis que je suis impatient de pouvoir faire jouer d'autres gens autour de moi parce que je sais aussi et je préfère être honnête avec tout le monde et vous le dire, je sais que je m'emballe potentiellement vite en disant oh wow cool 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 voilà mais vraiment moi j'ai trouvé un 4X très agréable à jouer dans le temps en plus qui me convient bien actuellement donc pas un 4X qui prend des heures
et qui a toutes les bonnes sensations. Donc, j'ai senti que je me développais, que je gérais des ressources, j'ai senti la symétrie, j'ai senti la tension des combats parce que le petit dé, même s'il n'est pas prépondérant, parce qu'il peut être contrebalancé par les pommes, comme on le disait tout à l'heure, voilà, très bien. Et en plus, c'est un petit jeu, c'est la dernière partie vers laquelle je voulais arriver, c'est un petit jeu avec un aspect léger, certes, mais deck building entre guillemets. Alors, C'est ça. avant d'aller jusque-là, pour répondre, oui, il y a de la baston, et à deux, ça veut dire qu'il y a un potentiel effet win-to-win, au sens où t'as qu'un seul adversaire, tu lui pètes la tête, forcément, il va falloir qu'il prenne un petit peu de temps. Ça veut dire que en face, il faut absolument, mais pour vous le dire, c'est parce que j'ai joué avec mon loulou et mon loulou n'était pas content du tout que je lui ai pris la région dans laquelle il avait bien construit des gros bâtiments et que donc du coup il a cherché à récupérer sans faire le reste. Donc forcément, il suffisait que moi en face je recrute et donc il a tapé un mur et forcément que ça devenait difficile de. Je pense qu'il aurait peut-être mieux valu, mais c'était difficile prendre une autre partie que justement vouloir absolument récupérer je vais y arriver, cette région, mais ça c'est la partie qui le Exactement. dira. Là, voilà, ce que effectivement, le point que tu relèves, c'est que et c'est là où on voit la différence entre l'expérience quand on joue à Northgard, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à pas mettre toutes ses pommes dans le même panier. Dis donc, j'aime bien cette métaphore. Ouais. Hem, effectivement, parce que, comme les territoires l'évolution sur la map est assez fluide, il y a il faut estimer en gros qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous coûte plutôt de constamment vouloir revenir sur ce territoire-là, alors qu'on peut à côté aller en découvrir ou en développer d'autres. En fait. Donc tout le sel du jeu, c'est la multitude de, de, de petits choix qu'on va avoir et de dilemmes, que ce soit au niveau de l'ordre du tour, d'où est-ce qu'on place ses troupes, etc. Et ça en fait partie parce que vraiment, passer la partie à se battre pour un territoire, pour moi, généralement, ça mène pas forcément à grand chose. Quand on a l'expérience du jeu, on en vient à comprendre qu'il faut aussi choisir ses batailles, quoi. Oui, tout à fait. Savoir quand est-ce que on va y aller, quand est-ce qu'il vaut mieux se replier et aller derrière la Chercher montagne ailleurs. là-bas pour Ouais. chercher un truc où l'herbe est plus verte, entre guillemets. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment important. On a notre ami Tapi Moquette qui est un fan, lui, Ah oui, déclaré du jeu vidéo et qui très nous haut. donne effectivement dans le jeu vidéo qui peut être multiplayer solo, qui peut être aussi bien conquête, on va dire, que gestion, et qui, lui, dans son expérience, mais ça ne l'a pas empêché de beaucoup apprécier le jeu, dit qu'effectivement, il trouve que la version plateau est plus orientée mode conquête, on va dire, et donc un peu plus de baston que de gestion, ce qui n'enlève rien à l'intérêt et au fait de devoir faire de la gestion. Nicolas Ponche nous cite aussi, et il a tout à fait raison, j'aurais dû y penser même avant, vous pouvez retrouver notre ami Martin Wittberg sur un monde de jeu, parce qu'ils ont réalisé une vidéo expli et partie, donc du coup vous pouvez avoir, elle est aussi bien sûr sur la campagne participative, et donc, on en arrive à cet aspect. Donc, oui, il y a de la baston, mais non, ce n'est pas le seul point qu'il y a à développer dans Northgard. Euh, L'aspect maintenant, carte et deck building. Alors, vous allez avoir des cartes de ce type-là dans le jeu. Et sur ces cartes, avec une grande illustration, vous avez le cartouche du haut qui va vous permettre de savoir ce que fait cette carte au moment où vous allez la jouer. Parfois, il y a en plus un petit cartouche en bas qui va vous donner des soit explications complémentaires, soit des petites conditions. On démarre avec un deck relativement symétrique, à l'exception des cartes du clan, qui, elles, vont amener la coloration asymétrique de votre jeu. Et à la fin de chaque tour de la partie, au moment où vous décidez de passer, donc d'arrêter de jouer, vous allez récupérer une des cartes du marché et donc la mettre sur le dessus de votre deck. Ça veut dire que vous allez jouer automatiquement avec pour le tour d'après en complétant et en piochant des nouvelles cartes.
nouvelles cartes qui peuvent être agrémentées d'une forge. Ça veut dire que par forge, vous allez piocher des cartes supplémentaires et donc jouer un peu plus que les autres, d'où le développement. Ces cartes-là, elles arrivent en début de tour, donc ça veut dire que vous savez quelles sont les cartes qui sont disponibles. À vous de savoir s'il y a un risque ou pas à attendre de ne pas passer tout de suite pour faire plus d'actions, mais prendre le risque de vous voir piquer la carte qui aurait été tellement bien avec votre stratégie. Deuxième élément d'amélioration, il est possible en tant qu'action de jouer une carte pour pouvoir, avec de la foi, entre guillemets, mythologie nordique oblige, aller chercher les autres cartes avancées de votre clan et donc encore plus individualiser et tirer sur la force spécifique de votre clan. Est-ce que, Jim, j'ai bien résumé le côté carte de Northgard? Ouais, c'est cool, d'habitude, c'est moi qui fais ça. Oui, tu as assez bien résumé. C'est vraiment, c'est un jeu, comme on dit, card driven. Je me souviens jamais s'il y a un équivalent en français, dirigé par une carte. Je ne crois pas, mais pour l'instant, ouais. Avec des éléments de deck building. Donc le deck Ouais. building est très important, mais c'est pas non plus le cœur du jeu, parce que comme tu l'as dit, on commence, on a 7 cartes dans son deck, Ouais. et on récupère une carte par tour, et jusqu'à 3 upgrades de plus maximum. Mm. En plus, et bon, après, si on gère mal ses ressources, on peut se récupérer des cartes Unrest qui nous font qui sont Ce sont mortes. les cartes mortes. Voilà, Ouais, ouais, tout à fait. la carte morte. Donc, du coup, c'est essentiel pour pouvoir se développer, mais en même temps, à la base, c'est vraiment réussir à bien gérer sa main de cartes. Et donc, tu as très bien résumé. La ressource que tu as mentionnée, donc le lore ou la sagesse, je crois que c'est ça en plus, En français, terme en d'accord. français, voilà. Ok. Est vraiment vital parce qu'il va te permettre, bon, non seulement d'acheter des upgrades, mais aussi tu peux en dépenser un ou deux pour ne pas jouer ta carte et en piocher une autre, ou alors carrément virer ta carte, la remettre dans la boîte pour ne plus avoir à la faire tourner dans ton deck. Et puis pour 3, donc comme tu disais, ajouter des upgrades. Donc c'est vrai Mm. que j'ai bien géré sa main de cartes, savoir comment jouer quoi est vraiment important. Et ce que tu décris, l'action de passer, effectivement, est cruciale parce que à partir du moment où tu passes, bah, tu joues plus dans le tour, mais tu vas être le premier à choisir ta carte développement. Et si tu es le premier à passer, tu deviens également le premier joueur. Donc ça chamboule l'ordre du tour à ce niveau-là, qui peut avoir une grande importance sur les tours suivants, quoi. Alors, d'autres éléments sont effectivement à prendre en compte. On n'a pas ce côté grosse armée risque qui pourrait se déplacer sur le plateau. Ça pourrait éventuellement arriver, mais comme on l'a dit tout à l'heure, à la fin du tour, c'est-à-dire pendant l'hiver, il va falloir nourrir tout ce monde-là et prendre le risque, si on n'arrive pas à nourrir tout ce monde-là, c'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment de pommes, la ressource nourriture, il faut savoir que c'est un jeu qui n'est pas punitif et qui lui donne du coup toute cette dynamique. Comme le dit Gebron, un gros avantage de Northgard, c'est d'avoir réussi à faire tenir un 4X sur 90 minutes. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça très plaisant. Donc, pour ne pas avoir ce côté punitif et donc le côté très dynamique, il est toujours possible d'échanger 3 ressources. Donc, on a vu, hein, il y a 3 ressources différentes, la nourriture, le lore et le bois. 3 ressources contre une, mais ça finit par faire cher. Mais donc, du coup, le côté je me développe pour péter la tronche à tout le monde, certes, mais derrière, il va falloir quand même récupérer de la ressource. Il y a des bâtiments qui permettent d'en donner, il y a des régions qui permettent d'en avoir, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, si on veut avoir plusieurs régions pour récupérer de la nourriture, il va falloir se splitter et donc avoir plein de petites armées. Bref, donc il y a tout ça à réfléchir. L'autre chose qui est très intéressante dans Northgard Uncharted Lands, c'est que on va jouer tour par tour, entre guillemets, donc dans la partie principale, la phase d'action, qui est la 3e phase sur les 7, en sachant qu'il y en a qui sont extrêmement rapides, c'est je joue une carte. Ça, c'est obligatoire. Parfois, éventuellement, ça va me permettre d'en récupérer, mais je joue une carte pour faire une des actions en jeu. On démarre avec un deck de 4 cartes en main. On démarre le deck, pardon, on démarre la partie. On démarre la partie avec 4 cartes en main et on peut en piocher plus éventuellement avec les forges, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire que mes cartes, je sais ce que j'ai pour le tour en cours. Maintenant, dans quel ordre dois-je jouer cela? Alors, il y a mon plan à moi, donc on va dire un côté un peu plus stratégique. Je vais dire que je vais jouer ça, puis ça, puis ça, parce que c'est boosté. Sauf que je joue une carte, je fais mon action, l'autre va faire pareil, aïe, il se passe quelque chose, il va falloir que je change un petit peu mon fusil d'épaule, je vais être obligé de jouer celle-là maintenant, etc., etc. Il faut savoir aussi que quand vous jouez vos cartes, ce n'est pas simplement pour jouer la carte en elle-même, il est
possible, entre guillemets, d'attendre, c'est-à-dire je joue une carte qui m'était peu importante pour voir un petit peu ce qui va se passer, donc j'attends de voir ce que vont faire les autres dans le tour. Il est possible aussi, et c'est là le côté un peu deck building, de la dégager, du jeu. Donc, je ne veux plus la jouer, ce qui fait que le reste de mes autres cartes vont arriver plus vite. Il est possible de la remplacer, de dire ah celle-là elle me sert pas, besoin d'autre chose, donc je vais la dégager. Mais c'est à ça que sert la sagesse. Ça va vous coûter un petit peu de la ressource pour en piocher une autre, voire même de le grader et donc du coup de l'augmenter en prenant les cartes clan. Donc vraiment il y a un côté il y a un tempo de jeu qui là encore remplace, je trouve, à merveille le côté temps réel. Alors, je dis à merveille, j'abuse un petit peu puisque j'y ai pas joué à Northgard. Donc, mais pour moi, Tu peux le dire. voilà, personne à travers l'écran ne pourra me lancer des godasses ou des scorns, comme on dit quand quand c'est la monnaie du jeu, des cornes, des cornes. Crowns, ouais, voilà, on va le dire à la viking, des crowns. Donc, pour ne pas y avoir joué, et quand je dis remplace à merveille, c'est que ça me donne une impression de temporalité et donc de temps qui passe, c'est-à-dire que je fais des trucs, mais les autres en font aussi. Ah, il va falloir que je réagisse. Je trouve que ça fonctionne très très bien en termes de ressenti ludique. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est aussi ça c'est une des raisons pour laquelle Shiro a trouvé que le jeu était particulièrement adapté. C'est que voilà, ce tempo, c'est vraiment un tempo où tout le monde bouge en même temps. La pression est sentie par tout le monde sur le plateau. C'est pour ça et c'est un jeu où il y a énormément d'interactions, notamment avec du fait de cette condition de mort subite. En plus, on est constamment à surveiller ses adversaires Ouais. et voilà et à réagir en fait, réagir à leurs actions. Ouais. L'adaptabilité, voilà. Ouais, c'est ça, une temporalité, une gestion de la temporalité qui donne ces micro-moments de frustration, c'est-à-dire ah mais si j'avais pu jouer mes cartes dans cet ordre-là, ça aurait été trop bien, mais là non, il va falloir que je joue ça pour m'adapter ou pour attendre. Bref, ça aussi, ça fonctionne plutôt bien. Avant d'entrer dans la dernière phase de cette émission, la discussion un petit peu avec nos internautateurs et internautatrices, même si j'en ai cité quelques-uns, il faut quand même aussi dire une chose. J'ai préféré le jeu à 3, 4, mais ça peut aller jusqu'à 5 aussi. J'ai pas encore joué à 5. J'attends de voir ce que ça peut donner en termes de temps de partie pour voir si ça va être un petit peu trop ou pas assez par rapport à moi. Bref, mais 3, 4, c'est excellent. Le 2, je pense qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on en arrive à cette troisième partie, l'ajout de ce qui a été débloqué dernièrement dans la campagne est un réel plus. C'est-à-dire que, attention, pam 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 pam, il est possible de jouer avec le module créature. L'extension, devrais-je dire. Jim, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. L'extension créature, donc effectivement, c'est une extension, donc qui a été pensée, développée, depuis les origines du jeu, mais qu'on ne pouvait pas vraiment présenter dans la boîte de base sans complexifier la chose. Alors déjà complexifier en Ok. termes de règles, parce que ça ajoute une couche de règles, mais également en termes de Mhm. production, parce que ça ajoute un certain prix. Voilà. Donc du coup, de ce qu'on a fait dans la campagne, c'est proposer en stretch goal l'extension qui a été débloquée d'ailleurs, euh, Oui. qui est ajoutée à tous les pledges de tous les backers, donc enfin tous les pledges Warrior et Warchief. Mhm. Donc ça vient à part. C'est un module. Tout comme les Warchiefs sont un module, c'est-à-dire qu'on peut décider de jouer ou non avec dans le jeu comme on le souhaite. Euh, D'accord. En l'occurrence, celui-là, c'est vrai que ça ajoute vraiment une couche supplémentaire au jeu, parce que les créatures sont gérées par une intelligence artificielle, en fait, elles sont gérées par le jeu, et elles vont aller sur les territoires des joueurs et globalement perturber leur plan. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez avoir, j'ai envoyé tous mes protos, donc j'en ai plus trop là. J'ai surtout Bouge j'ai pas. Dis-moi, je vais le faire. Je vais le faire. Je l'ai. des cartes de créatures. Ah, je te Des sors ça. Vas-y, cause. des Je cartes de te sors créatures. ça. Donc vous allez avoir des cartes de créatures. Sur les tuiles, il y a des petites tanières. Lorsque on explore et qu'on découvre une tanière, le joueur qui a découvert la tanière va sortir, une fois qu'il aura posé sa tuile, va sortir une carte créature Là et va, voilà. yeah, et va la poser dans une rivière de créatures. C'est-à-dire qu'au début, il y en aura une, et puis au fur et à mesure qu'on ajoute des tanières, tant que les créatures ne sont pas éliminées, elles vont s'ajouter à la suite, ce qui va déterminer leur ordre d'activation. Chaque créature a un effet sur le territoire dans lequel elle se trouve. Voilà. Mhm. Là, il y a quatre créatures dans l'extension. Ça va être le drogue, il va venir manger un viking. Le loup, il va
empêcher de collecter des ressources et de la renommée. L'ours, il va paralyser toutes les actions possibles. Et la Valkyrie, la plus méchante, elle va carrément être comme un autre joueur et virer les Vikings du territoire où elle se trouve. Donc en fait, ces créatures arrivent en jeu, on pose la figurine, boum, sur la tuile. Et une fois qu'elle est en jeu, eh ben, il va falloir composer avec les malus qu'elle donne. génère, voilà, qu'elle donne. Ces créatures ne sont pas statiques, elles se déplacent à la fin du tour lors de leur propre phase d'activation, dans l'ordre de la rivière, d'un territoire chacune, avec le système de priorité que tu as montré sur les cartes. Oui. Si tu veux le remontrer là. Voilà, chaque créature a sa propre système de priorité. Elles vont bouger du territoire où il y a des joueurs. D'abord, par exemple, la Valkyrie, là où il y a le plus de Vikings. Si c'est une égalité, là où il y a le plus de bâtiments. Et si c'est une égalité, là où il y a le plus de ressources. Sorte d'intelligence artificielle pour guider le mouvement de Voilà, ces monstres c'est non ça. guidés par des joueurs. Exactement. Et en même temps, une intelligence artificielle prévisible. C'est-à-dire que tu as la Valkyrie là, Mhm. tu sais qu'elle va aller là où il y a le plus de Vikings. Alors, est-ce que tu vas recruter dans ce territoire-là? Peut-être pas, parce qu'il y a d'autres joueurs qui vont se la prendre dans la tronche. Ouais. Et donc, en fait, elle se déplace comme ça, c'est géré de façon très très simple. La manière dont on peut éliminer les créatures, c'est tout simplement en les combattant. Dans le cadre d'un mouvement, tu peux aller combattre une créature. Et elle agit là comme un joueur adverse. Elle a une valeur de force qui est également visible sur la carte. Le joueur a ses propres valeurs et on va résoudre un combat. Si la créature est battue, elle est retirée du plateau, on retire la carte, on la remet dans le deck de créature, elle pourra revenir plus tard, et le joueur gagne les points de renommée indiqués là, qui dépendent de la puissance de la créature. Donc non seulement ça ajoute effectivement une dose d'imprévu, mais en même temps prévisible à la partie, mais en plus c'est aussi une ressource de points de victoire qui est très valide pour prendre en compte la chasse aux monstres en parallèle de ces autres actions. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et même psychologiquement, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment pas trop taper sur les autres. Je l'ai vu ça dans toutes les parties qu'on a fait. Et ben, eux, au lieu d'aller taper sur leurs voisins, ils se concentraient sur Ils font la taper chasse. Exactement. Ils allaient dire bon, bah, je me déplace là, je vais aller taper lui. Ça, ils embêtaient pas le voisin d'à côté, ce qui était assez sympa pour eux. Mais donc voilà, globalement, c'est comme ça que ça s'utilise. Et comme je disais, c'est un module, on peut choisir de le mettre ou pas dans la partie. Pour moi, c'est un vrai plus qui notamment plaira beaucoup aux joueurs expérimentés Ouais. qui cherchent des règles peut-être plus qui n'ont pas peur de règles plus touffues ou un peu plus profondes. On reste quand même assez simple. Là, j'ai quasiment Ah, expliqué c'est. la mécanique. Ah, moi, je trouve que on est quand même sur. Alors, à la base, on est potentiellement sur un familial tout court si tu ne joues même pas les capacités des chefs, Exactement. parce que c'est vraiment très très simple, même s'il y a un côté à franchir, hein, qui est le côté. Iconographie, mais vous allez voir, hein, les iconographies, c'est je recrute, je me déplace, je construis, pardon. Donc c'est relativement simple aussi. Il n'y en a pas des millions. C'est pas Race Force the Galaxy. Que l'on soit clair là-dessus. Si tu rajoutes le pouvoir des chefs, on va dire que c'est un cran un petit peu au-dessus. Si tu rajoutes les créatures, bah, c'est encore un deuxième cran au-dessus. Mais une fois encore, on est dans un 4X qui est extrêmement rapide et dynamique. Donc le 90 minutes. Et je te dis, moi, il y a vraiment que la partie à 5 joueurs. Partie à 5 joueurs, c'est beaucoup plus long. Non, bah, je pense qu'on reste à peu près dans les créneaux qu'on a annoncés, c'est-à-dire 20 minutes par joueur. Donc D'accord. 5 joueurs, ça fait quoi? 2 heures? 5 fois 2? 5 fois 2, 100 10, minutes. 60, 1h40. Ouais, voilà, 1h40. On reste à C'est peu ça, près hein. là-dedans, Ouais, c'est ça. parce que le rythme reste assez rapide. Les joueurs se développent, donc tu as aussi la notion de mort subite et de choper le territoire, les 3 gros territoires peut tout autant survenir que dans une partie classique. Donc on est à peu près dans les clous. Moi, je dirais qu'effectivement 1h40, allez, max 2 heures, mais ouais, 1h40, 1h45. Surtout si tu joues avec des joueurs, enfin après ça dépend ton public, quoi. Si tu joues avec des gens qui vont beaucoup réfléchir ou qui ont pas Oui, bien l'habitude sûr. du jeu, bon voilà. Entre joueurs, par contre, je pense qu'on est à peu près dans ces clous-là. L'idée c'était vraiment, on n'est pas allé, on va pas rivaliser avec des jeux 4X super lourds. Enfin tu Oui, tout vois, à fait. Non, 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 voilà. c'est et sans cela que. Le pitch du jeu c'est les sensations de 4X dans une version condensée, Ouais. épurée et accessible aussi si on veut le sortir avec tout un panel de publics différents, quoi. Ouais.
Justement, alors venons-en maintenant à la douloureuse, entre guillemets, ce que j'appelle la douloureuse, vous savez forcément, un jeu n'est pas gratuit. Là, pour l'instant, en termes de campagne participative, vous avez, au-delà de la contribution à 1 euro pour le support, mais il y a la 50 € qui est l'édition Warrior et la Mhm. 70 qui est édition War Chief Collector. Quelle est la différence entre les deux, Jim? Alors entre les deux, donc en fait dans la Warchief Collector, tu vas avoir le module des Warchiefs. Donc D'accord. voilà, donc qui est tout l'ajout de règles liées au Warchief, qui inclut également des figurines uniques de Warchief. Pour chaque chef? Voilà, pour chaque clan a son propre chef, qui a sa petite, comme tu disais, son pouvoir permanent particulier, ainsi Avec sa qu'une petite figurine. voilà, Ouais. et ainsi Mm. qu'une chose que tu n'avais pas dans ton proto parce que c'était encore en développement, ainsi qu'une troisième upgrade de clan qui Ah, s'ajoute aux deux d'accord. premières et qui te Excellent. donne donc encore plus de choix au moment où tu vas gérer ton deck. Voilà. Ah, la vache. Donc là, dans War Chief, il n'y a que dans War Chief où tu l'as de base. Ouais, Dans Warrior, tu n'as pas forcément celle-là. dans l'édition classique, tu as les deux D'accord. upgrades de clan que tu as toi Ok. dans ton proto. Et dans Ok. la Warchief, il y en a une de plus qui est dans l'esprit vraiment du Warchief qui est incarné. C'est pour ça qu'on peut voir sur Kickstarter qu'il y a un visuel full Ouais, art tout à fait. voilà, Ouais. de Grenet. Et donc qui s'ajoute aux deux précédentes. Donc si tu as la version collector, chaque joueur a son clan avec ses trois upgrades et son Warchief s'il désire le jouer dans la partie. D'accord. Voilà. En plus de Et là, ça, oui. ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Pardon. Donc en plus de ça, il y a, du matériel additionnel pour plus de confort, hein, on a mis D'accord. un dé par joueur, parce que, bah, comme ça chacun a son dé à sa couleur. On a Ouais. mis, notamment, le player board, ça c'est un vrai confort de jeu où donc Ouais. il est modulaire, c'est-à-dire que d'un côté tu as la couleur et de l'autre tu as, les clans. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui arrêtent pas d'en parler sur les forums et tout. Pourquoi est-ce que c'est modulaire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un clan par couleur, et cetera? Bah, c'est assez simple, c'est-à-dire s'il y a plus de clans que de couleurs, comment tu fais? On va pas reproduire des figurines supplémentaires juste pour un nouveau Hmm. clan. Donc en fait, avoir à un côté les couleurs et de l'autre côté les clans, ça permet d'associer comme tu le souhaites en fonction de la couleur, ta couleur favorite et le clan que Oui. tu as envie de jouer. Et d'autant plus s'il y a plus de clans que de couleurs. Pour l'instant, ce Que n'est de pas le cas. couleur. Ok. Ok, Euh, ok. et voilà. Et également, on a aussi inclus une piste de tour. C'était un retour de la communauté parce qu'en fait, c'est un jeu où en soi, tu n'as pas besoin de piste de tour, comme tu Mais as non. probablement pu le constater, parce que C'est les le deck cartes. de cartes, voilà, Bah représente. oui. Mais pour le confort de jeu et pour voir facilement là où on a décidé de rajouter dans la collector une piste de tour qui est d'ailleurs elle aussi work in progress au niveau des éléments, enfin du design graphique quoi. Une piste de tour qui permet de suivre à quel tour de jeu on est avec il y aura un jeton en bois également pour marquer ça. Ouais. Donc Euh, du coup, ça, et, et- ça... et- et Et donc tout vas-y, ça, vas-y, excuse-moi, oui. je finis, tout ça dans une boîte Ouais. collector voilà, qui a un design différent, qui est beaucoup plus qualitative aussi, c'est-à-dire on va être sur une boîte totalement euh, illustration en pleine balle, quoi, uniquement Mhm. l'illustration, avec du vernis sélectif, avec du lettrage argenté sur les côtés, donc aussi un côté vraiment Ouais, collector. collector et qualitatif Ok. qui ne se retrouve, enfin, qui n'est présent que dans cette campagne. Voilà. D'accord. Petite question. Celui qui choisit la contribution Warrior, donc à 50 €, Oui. finalement, il ne peut pas prendre à part le War Chief, les créatures de Northgard, elles sont dans tous les deux pledges. Hein. Oui, ça arrive dans les deux. Ok. D'accord. Donc en gros, c'est soit je prends sans les chefs de clan, soit je prends le collector et là j'ai la totale. C'est ça, voilà, Ok. la collector, voilà, pour ressembler à un all-in si on veut, quoi. Je Parce que les comprends, je les comprends. Warchiefs les Warchiefs ne sont pas disponibles à part, c'est pas un add-on, c'est quoi? C'est uniquement avec la collector. D'accord. Voilà. Alors, l'autre point sur lequel moi j'ai envie de t'interroger, parce que je sens que ça a fait parler. Pour l'instant, entre les différents frais de port et les taxes, ça veut dire qu'on rajoute un 20 € là-dessus. Et Ouais. beaucoup se posent de questions en disant, est-ce que vous allez faire des associations avec des boutiques pour faire des livraisons plus faciles, livraisons offertes? Est-ce que le jeu sera en retail? Est-ce qu'on peut faire diminuer ces frais de port? Alors, c'est toujours le sujet avant que Jim ne réponde. Je sais que c'est très difficile mentalement de faire la différence, mais on vous dit 90 €, frais de port offerts, tout le monde fait ouais.
On vous dit 70 plus 20 euros de frais de port. Oh, c'est dégueulasse. Donc, il faut penser aussi à ça. Mais je veux bien croire que ça puisse sembler étonnant par rapport aux 20 euros. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des façons de présenter les choses qui sont plus ou moins honnêtes, mais pour jouer aussi avec notre psychologie. Je me permets juste de dire ça. C'est pas pour défendre l'un ou l'autre parce que les deux ont leur intérêt. Mais donc, du coup, maintenant, je vais laisser Jim répondre. Que peut-on dire à ceux qui trouvent que 20 euros de frais de port, du coup, c'est pas tout à fait la moitié de ma boîte en sus. Est-ce qu'il y aura moyen de faire autrement? Alors, du coup, tu avais plein de questions dans ton Bah dans oui, ton je truc. sais. Vas-y, Alors, débrouille-toi, Jim. c'est parti. Donc, pourquoi les 20 € de frais de port déjà? Alors en fait, Kickstarter ne gère pas la TVA, les taxes. Oui, Donc, niveau de l'éditeur, c'est compliqué d'afficher un prix, toutes taxes comprises sans, qui serait, on va dire, juste pour les backers du monde entier, vu que tout le monde oui, n'a pas les mêmes taxes, n'a pas les mêmes, voilà. Et donc du coup, pour être au plus juste avec, les backers, que ça soit, européens, américains ou autres, c'est plus, efficace d'indiquer le prix hors taxe. d'accord. Ceci étant dit, nous, en Europe, en France, on est habitué à, payer toutes taxes comprises et c'est pas très lisible pour nous de voir qu'il y a indiqué qu'un prix est hors taxe parce qu'on ne sait pas Hmm. exactement combien Bah on oui, va ajouter. tout C'est à quelque fait. chose on a vraiment une volonté d'être très transparent dans cette campagne. On a posé la question en amont de la campagne sur, comment percevaient quelle était la perception des joueurs là-dessus. On a eu des Ouais. réponses d'un certain nombre de personnes. Hem Et en fait, du coup, on a pris le parti d'afficher cette TVA, dans, notre tableau de frais de port qui a fait forcément monter l'addition des frais de port. Hmm, OK? hmm. Donc, du fait, que, dans les tableaux des frais de port, on indique il y a à la fois le shipping et à la fois la TVA, les backers peuvent directement savoir combien ils vont payer en tout. Hmm. Alors à peut-être quelques euros près, hein, parce que c'est des estimations à ce jour et puis, au moment où on shippera, on verra l'estimation. Mais, Hmm, heu hmm. les estimations sont faites de la sorte que, notamment pour tous les backers, en zone Europe, puissent savoir: «OK, le pledge en tout, il va me coûter ça, Hmm. heu et ça comprend le shipping». Ouais, ouais, d'accord. Heu, je sais que c'est pas forcément évident d'être, lisible parce que sur Kickstarter, il y a plein de pratiques différentes. Mais je sais, bah Il y oui. a plein d'éditeurs aussi qui annoncent directement le prix définitif et qui se prennent pas la tête à détailler ça, par Oui, exemple, ou qui vont voilà, qui vont peut-être mettre certains, enfin, tu vois, faire passer le coût de la TVA ouais, dans d'autres choses et cetera. ouais. Nous, on s'est dit on préférait être clair et d'ailleurs, on a fait un ajustement. Au début, on était parti sur des prix un petit peu différents, mais le shipping était un peu plus élevé. On nous a fait dire que psychologiquement, il fallait que le shipping soit moins élevé, donc on a ajusté les prix par rapport au pledge pour qu'au final, on se retrouve avec la même addition finale pour tout le monde. Ouais, c'est ça. C'était voilà un des points visiblement central pour certains pledgers potentiels au-delà du jeu. Le jeu va se retrouver en version retail, hein? Pas forcément. Alors donc j'en viens à la suite donc de cette élaboration. Ouais, Hem C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, on aimerait bien être en retail, mais on ne sait pas encore si on va pouvoir l'être, en fait. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui coûte quand même, cher à produire. Il y a, quand même 70 même l'édition Warrior, hein, j'entends, il y a quand même 70 figurines dedans, en plus de tout le matériel et donc, au niveau des coûts, de production, c'est assez cher. Et puis après, il faut que ça trouve son public aussi. Donc, heu, on va dire au lancement du Kickstarter, sans tenir compte de notre production actuelle, on n'aurait pas pu proposer le même produit ouais, Warrior dans la ouais, boutique à un prix d'accord. équivalent. Ouais, C'est c'est juste pas possible. On n'aurait pas pu faire, alors, c'est assez difficile parce que les coûts de production, le public n'a pas forcément la même perception que les éditeurs, ouais, notamment dans le milieu du Kickstarter, mais on n'aurait pas pu sortir le jeu tel quel à ce prix-là en boutique. d'accord. Après, là, ce que nous permet la campagne, c'est donc d'absorber une certaine partie des coûts de production et potentiellement, ce qui serait bien, d'effectivement le voir en boutique
à la fin de enfin après quoi, après le Kickstarter, Après, tout ça. ouais, clairement. C'est pas quelque chose de sûr et certain à l'heure actuelle. Aussi On facile, aimerait, d'accord. mais voilà, mais c'est pas encore sûr. D'accord, OK. Ce qui est sûr, c'est que si ça arrive en boutique, on ne veut pas aussi, on veut pas que, flouer les backers si tu veux, dans l'idée. Mmh. C'est-à-dire que, on n'a pas envie que les gens retrouvent en boutique, ce qu'ils ont, pledgé sur Kickstarter alors qu'ils nous ont supportés, enfin soutenus dès le départ. Mmh, Donc là, mmh. le contenu sera également différent si jamais ça arrivait en boutique. Notamment, je parle plutôt de l'amélioration de qualité du matériel où Oui. on retrouverait pas forcément la même chose. Bien sûr, l'extension créature, tu vois? Est-ce qu'elle sera dans la boîte retail? J'ai des doutes vu le coût de production. Ouais, je comprends. Mais voilà, il y a toute une série de choses qui nous est difficile de jauger à l'heure, actuelle sans voir Ouais, le résultat final. ouais, ouais. Et on fait pas ça pour créer, enfin tu Le vois? besoin? Non, on fait pas ça pour créer le besoin, on fait ça purement parce que, voilà, les éléments ont un coût de production, faire des figurines de créatures de comme ça avec 40 millimètres, ça coûte cher et c'est aussi Mmh. pour ça qu'on a décidé, qu'on les débloque au fur et à mesure parce que ça nous permet d'avoir Ouais, une ouais, campagne où au d'accord. final on va pas se retrouver à dépenser plus d'argent que ce qu'elle nous rapporte, si tu veux. Mmh. Petite question, là, je vais te la Oui, poser, voilà, c'est sur toi que ça tombe entre guillemets, mais on l'a déjà posé à d'autres éditeurs. On ouais, sait que, Funforge l'a fait sur Monumental en disant, «Oui, je comprends, avec, des figurines, forcément, ça devient plus cher, nin on vous propose, une boîte dans laquelle il y a aucune figurine, mais c'est du token pour avoir un petit côté, entre guillemets, économique». Est-ce que ça aurait été possible, là, pour le coup, de dire, bah, toutes les 70 figurines qu'il y a dans le jeu de base, c'est-à-dire nos petits soldats, de dire, bah, on va faire une planche de tokens, et puis bah, si vous voulez, vous l'avez sans figurines et ça fait 35 euros, ou alors avec les figurines et ça fait 50 euros. Ça aurait été jouable? on y a réfléchi, mais c'était pas souhaitable. Déjà au niveau de la qualité du jeu et du ressenti du jeu, Ah oui, c'est-à-dire que si tu veux garder un peu l'immersion dans l'univers de Northgard, les petits jetons, pour moi ça faisait pas le truc et en ok. plus, niveau manipulation, c'est quand même un jeu où ça tu l'as vu, hein, tu passes beaucoup de temps à bouger entre les territoires et cetera. Ah, tout Donc à fait. si tu passes ton temps à aller chercher tes tokens, les machins, les déplacer, les empiler, les faire tomber sur le territoire à côté, c'est au niveau ergonomie, c'est pas du tout Ouais, idéal. Tandis que les d'accord. figurines, on voit clairement la lisibilité sur le plateau est nickel et puis, ça ressort, ça contribue au fait que le jeu est très qualitatif dans Ok, son voilà. ok. On aurait pu Autre. poser des questions pour les meeples, hein, tu vois? On aurait pu faire pareil, Oui, mais bah là, les oui, tout à meeples, fait. pareil, ça nous sortait de l'immersion, Ouais. et on avait vraiment envie de retranscrire l'univers du jeu qui est et la DA qui est quand même, pour Hmm. moi, en plus, ce que je trouve très chouette, dans les matériels, du jeu, quoi. Alors, j'espère que tu avais fait attention. J'avais mis le t-shirt exprès pour aller avec les Vikings, donc on est tout à fait. Et je vois que toi, de ton côté, tu as le t-shirt du clan du loup. C'est pour ça que le clan du loup, il est Exactement. overcheaté dans la boîte. C'est ton clan Bah oui. préféré. Non, mais j'ai Je aussi me- des autres t-shirts. Je Les, vais pas dé- les mettre sur les autres. les dernières petites questions qui arrivent, et puis on arrivera au bout de cette émission qui, je l'espère, vous aura donné à réfléchir et à savoir si le jeu est fait pour vous. Je ne m'engage pas, moi, à votre place, autour de la partie estimation du prix. Est-ce que c'est cher pour vous, etc., etc. Je ne suis pas là pour ça. La seule chose que je peux dire, et je vais même aller jusqu'au bout de la transparence, c'est que j'ai énormément apprécié les parties de Northgard Uncharted Lands pour ce qu'il est, c'est-à-dire un 4X court, ramassé, assez dense, intense, avec plein de petits choix intéressants, tactiques et stratégiques. Mais pour aller jusqu'au bout, et je vais être franc avec vous, c'est ce que je dis aussi aux étudiants qui sont en game design, Northgard, j'y ai joué grâce à la version que Jim a pu m'envoyer. Est-ce que mon psychologie ressenti du jeu aurait été différent si j'avais dû mettre 70 euros ou 50 euros dans les choses? Potentiellement, oui, au sens où moi, ça m'aurait impacté. Potentiellement, non, au sens où le jeu en lui-même, il reste le même. Donc, du coup, voilà pour les réponses. Malgré tout, Jimmy, encore quelques questions. Est-ce que les bâtiments arriveront en 3D? Alors, ça, je peux dire que dorénavant que non, en fait. Non. D'accord. Voilà. Alors on aurait bien aimé, alors après, c'était une réflexion, mais ça ajoute du clutter sur le plateau, ça ajoute du matériel sur le plateau. Là, OK. le but, c'est que les figurines ressortent et du coup, on voit les troupes sur le plateau. On voit les joueurs, on Mmh. voit où ils sont. Mmh. Et après, Ouais, si très on veut bien. voir et on voit s'il y a ce qu'il y a, bah, les plateaux, les bâtiments, ils sont en 2D, ça permet de les voir
et en plus ça, niveau lisibilité, on garde les icônes. Mmh. Ouais, Donc, tu vas voir, quand à la fin du tour, en fait, quand tu comptes tes ressources, tu regardes toutes tes icônes de pommes, toutes par les exemple, icônes de ouais, et tout bah, à les fait. icônes de pommes, elles sont présentes sur le jeton du Ouais, bâtiment. mais elle Donc, sera pas forcément ouais. bah, Ouais, je comprends. autant ça serait joli de les avoir en 3D, je suis entièrement Ouais, d'accord, ouais. autant, lisibilité, c'est pas top et puis, bah, encore une fois, la prod, ça revient pas au même jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on Ouais, tout voulait à pas fait. depuis le début, on voulait pas faire un jeu, tu vois, un Kickstarter sur un jeu qui va coûter, plus de 100 €, tu vois? Mmh mh. Et encore sans le shipping. C'est un jeu léger. On a essayé de cruncher d'avoir nos nombres au minimum pour que le jeu reste, accessible, au portefeuille, un portefeuille plus large que si on s'était mis à faire du 3D dans tous Mmh. les sens, qui en Ouais, plus OK. aurait gêné la lisibilité du plateau, quoi. Ouais. Mais Comme le dit Dice166, effectivement, pour Monumental, ils ont fourni la version Meeple et pour en avoir discuté avec Phil Ours, le dirigeant de Funforge, je peux vous assurer que ce que dit Dice166 est vrai. Les joueurs avaient râlé et au final, la version cheap, entre guillemets, la version sans figurine avec juste les petits jetons, eh ben, ça représente 10, 20, 30, 70, 100 personnes sur les quelques milliers qu'il y a pu y avoir. Donc ça veut dire que ça, grosso modo, tu te fais suer pour finalement pas grand-chose, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut aussi voir quel est le ratio. ouais. Est-ce que tu sais si les autres créatures vont être en 3D, en rapidos, comme ça, juste Et les tac, oui, non. bah, alors, c'est-à-dire oui, oui, tout à fait. Là, c'est les oui, bah, je le fais rapidement. Oui. Bah, c'est-à-dire D'accord. elles sont débloquées en stretch goal au fur et à mesure, en fait. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que l'ours et la Valkyrie arriveront en 3D aussi. Voilà, tout à fait. Ok. Là, le prochain, Euh, c'est la Valkyrie. D'accord. Est-ce que les dernières petites questions pour avoir fait le tour de ceux qui, eux, nous ont suivis sur ce live, et merci à vous, on est particulièrement nombreux aujourd'hui, ça fait très plaisir. Est-ce qu'il y aura des règles spéciales en 2 vs 2? En 2 vs 2, alors pour l'instant, on l'a pas, mais c'est une bonne idée, que je peux faire passer à l'auteur, sans problème. D'accord. Est-ce qu'il y a la C'est un jeu possibilité... qui est très sandbox, donc en fait, tu peux Ouais. faire plein de choses. Oui, ça c'est clair. Justement, est-ce qu'il y aura possibilité ou est-ce qu'il y aura des scénarios particuliers? On peut également faire des scénarios particuliers, tout à D'accord. fait. Pour l'instant, encore une fois, on est resté sur un jeu, sur un 1er Kickstarter, pas un premier éditeur, une première structure, sur une offre, compréhensible, Ouais, simple, sans un millefeuille de règles. En revanche, d'accord. tout ce genre de choses, est clairement, à mon sens, envisageable, avec du Ouais. développement derrière qui pourra Oui, être fait, même hors campagne, hors proposé campagne, sur tout à les fait. forums, sur nos Ouais. sites et cetera. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est une très bonne idée. Mmh mh. Est-ce que on n'en a pas parlé, c'est vrai. Que se passe-t-il si un joueur se fait éliminer complètement et directement écrabouillé en cours de partie? Il revient en jeu à la fin du tour si un joueur a été wipé, c'est un peu triste, mais il revient en jeu, il choisit un territoire neutre et s'y installe, avec, 3 vikings. Et il Donc redémarre. voilà, il redémarre, il garde son deck, tout ça, donc il va avoir un retard sur la présence sur le plateau, mais s'il choisit bien son territoire, il peut le compenser parce qu'on peut, rapidement grossir dans le jeu, Tout en à fonction fait, des tout cartes à qu'on fait, tout à récupère. fait. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Un mode solo? Mode solo, pas pour ce Kickstarter, parce que, ça prend beaucoup de temps à développer et le jeu a vraiment été réfléchi comme une expérience multijoueur, dès le départ, en fait. Mmh, Et mmh. donc, j'en ai parlé à Adrien, l'auteur, il a dit, que ça demanderait énormément de boulot et si on ajoutait un mode solo maintenant, la livraison du jeu, on prendra un coup dans l'aile, donc on préfère prendre le temps de polish et on verra dans le futur, si le jeu est un succès, à mon avis, c'est quelque chose de faisable, mais ça demande du taf. Mmh. Eh bien voilà, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions, en sachant que par rapport à la durée de partie, nous sommes sur un jeu à 20 minutes par joueur et vous allez voir sur les différentes parties let's play et même celles que vous pourriez faire que c'est plutôt bien respecté, ça marche bien, sauf si on fait un peu d'analysis paralysis, mais là ça serait un petit peu dommage. C'était la présentation avec Jim qui représente la Crowdfunding Agency mais en partenariat avec Open Sesame Games. Oui, Sésame, mais en Sésame, ouvre-toi, entre guillemets, ouvre ton jeu. C'était du Northgard Uncharted Lands, le jeu tiré de la licence, mais un jeu qui a été pensé hors de la licence. Et moi, une fois encore, je vous le redis, je l'ai clairement senti en me disant, il y a là un jeu de société. Et un jeu de société sur lequel le skin et le travail de développement a été refait derrière. Et ça fonctionne très bien. Ce n'est que mon avis. Jouez-y, regardez les parties, voyez ce que vous en pensez.
Vous avez encore le temps de participer puisque le jeu sortira, est déjà financé. Il a été financé en 4 heures. C'est quasiment 2000 contributeurs à l'heure actuelle qui ont rejoint la campagne et qui vont permettre encore de développer. Il reste encore 34 jours. Un grand merci, Jim, pour avoir répondu cash comme ça à toutes les questions qu'on a Pas pu de te souci. poser. C'est un plaisir. J'essaie de répondre au maximum, que ça soit sur les Discord, les forums, etc. C'est là où je peux être. Voilà. Et puis, écoute, en attendant de revenir dans nos nouveaux locaux, on va pouvoir, nous, essayer de faire jouer notre ami Croc. Tu l'as pas encore fait jouer, Croc? Non, non, bah non, Ah. avec le Covid et tout, tu vois. Bah, il va dire que c'est pourri. Eh ben écoute, je te redirai ça. On essaiera de jouer avec François, on essaiera de jouer avec l'équipe à Northgard Uncharted Lands parce que ça fait partie des petits jeux qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Merci donc à Jim de nous avoir donné ce temps-là pour répondre à ces questions. Merci à Bœuf Carotte, puisque c'est son surnom, hein, Jim, à ta collègue sur les forums qui ont répondu pendant le chat, pendant le live, pardon, sur le chat. Je vais y arriver. Merci beaucoup, hein, Florian, parce qu'on a eu un peu de soucis au démarrage. Le réseau Internet a cafouillé sur Orléans, mais pourtant, ça nous a permis d'être là et d'être là jusqu'au bout. On a fait une émission un petit peu plus longuette que ce qui était prévu parce que je me suis laissé embarquer dans plein de questions, mais ça, c'était grâce à vous. On est plus d'une centaine en live et ça fait super plaisir. On est presque même aux 150 là, ça veut dire que du coup, ça vous a aussi intéressé. Un grand merci à vous tous d'avoir été présents, en plus du merci à Florian. On se retrouve demain pour nos sorties de la semaine en live également, mais là c'est attention, tôt, trop, non trop, tôt, enfin bref, en tout cas c'est tôt le matin, c'est à 9 h. Et puis il y aura le débrief ludique vendredi, tout ça c'est sur Trick Track. Et là aujourd'hui c'était Jim qui était avec nous pour Northgard. Salut à tous! Salut, mais merci.